Bonjour, bonsoir, merci à toutes et tous. En préambule, je vais vous faire une petite lecture pour que vous sachiez tous comment va s'organiser notre réunion, quelles sont quelques règles de fonctionnement. Et puis, on commencera à la suite de ce petit texte par vous présenter les gilets jaunes du bassin de dos, maximum une demi-heure. Et après, on vous donnera la parole. Donc, la nécessité du mouvement citoyen gilets jaunes interdit toute récupération partisane ou syndicale. Vous êtes bien d'accord? Alors, quelques principes. Aucune hiérarchie n'est tolérée. L'espace d'expression où chacun s'exprime librement, ce qui permet de débattre de façon informelle. Un tour de parole ne peut excéder 5 minutes. Aucun intervenant ne peut prendre la parole plus d'une fois tant que d'autres personnes n'ayant jamais pris la parole ne se sont pas exprimées. Toutefois, l'intervenant initial peut être rappelé pour apporter des précisions ou répondre à une question précise. Ceci doit permettre à un maximum de personnes de disposer d'un temps d'expression et de forcer chacun à aller à l'essentiel en évitant de prolonger les débats par des propos ressassés. Le droit de parole. Aucune censure, aucun arbitraire si la demande de parole se fait dans les règles. Néanmoins, si l'orateur use de ce droit dans l'intention clairement perçue de se moquer, bloquer ou détourner le débat, s'il fait l'apologie de haine ou de principes opposés à ceux du collectif citoyen, une décision commune peut être votée, tout à fait cessante, afin de retirer le droit à la parole de cette personne. Cette disposition ne peut cependant être utilisée contre celles et ceux qui porteraient légalement la contradiction ou exposeraient respectueux ou seraient respectueux des règles du débat, leur critique et ou opposition au sujet et aux propos tenus par les autres orateurs. Est-ce que j'ai été clair? Est-ce qu'il y a déjà des remarques? Personne? Alors je vais passer la... Je ne suis pas présenté, excuse-moi. Je suis en vie. Voilà. Je vais passer la parole à Lisa. Et puis on va vous exposer d'abord ce que c'est que les gilets jaunes du bassin de dos. Éventuellement d'autres participants qui sont dans la salle pourront intervenir. Bonsoir. Donc, on a voulu faire cette première réunion à Metz pour d'abord continuer à fêter nos 3 mois de lutte, puisqu'on est là dans la rue depuis le 17 novembre. Le 17 novembre à Metz, il y avait le rond-point de Carrefour Market, le rond-point de la Marianne et un point à Intermarché. C'est dire si les Mésois se sont mobilisés en force ce 17 novembre. Suite à ça, plusieurs actions ont lieu au carrefour de Balaruc, et puis après, on était essentiellement sur le péage de Poussin. Sur le péage de Poussin, on a tenu 2 mois. 2 mois de péage gratuit, 2 mois où les gilets jaunes ont renationalisé le péage, puisque les automobilistes avaient la joie et le plaisir de passer gratuitement. 2 mois où, effectivement, on a eu des petites tensions avec les forces de l'ordre. Au démarrage, non, tout se passait très très bien, l'ambiance était bon enfant. On a même passé le réveillon de Noël et le réveillon du jour de l'an sur ce même péage. On a varié les actions, bien sûr, il y a eu des actions un peu plus fortes, comme la raffinerie, puisqu'on partait sur la question du blocage économique, il n'y a pas d'autre moyen de se faire entendre. C'est ça qu'il faut bien voir, c'est que les gilets jaunes ont voulu se faire entendre de ce gouvernement, ont tout tenté depuis le début, mais rien n'y a fait. Au 10 décembre, M. Macron est sorti de son silence, donc entre le 17 novembre et le 10 décembre, il faut le rappeler, il ne s'est rien passé, le silence du gouvernement face aux nombreuses revendications des gilets jaunes. Le 10 décembre, M. Macron est sorti de son silence pour nous annoncer une augmentation de la prime pour l'emploi,
qui n'est pas une augmentation de salaire, entendons bien, qui est une redistribution de la fiscalité, et bien évidemment qui concerne tous les bas salaires. Si cette prime concerne 1 million de personnes, c'est que ça démontre bien qu'il y a 1 million de personnes qui survivent de leur salaire, parce que sinon ils n'y auraient pas droit. Donc il nous a annoncé ça, il nous a annoncé l'abandon, d'abord ça a été le recul, puis après l'abandon de la taxe carbone et l'abandon de la CSG pour une partie des retraités. Une partie des gilets jaunes à cette période-là s'est sentie satisfaite de ces annonces. Et une autre partie a continué le mouvement. Si on a continué le mouvement, c'est d'abord parce qu'on n'était pas satisfait de la réponse du gouvernement. Mais surtout, c'est que durant toute cette période, les hommes et les femmes qui composent le mouvement des Gilets jaunes ont débattu, ont discuté, ont dédramatisé leur situation sociale et financière et ont compris qu'ensemble, ils pourraient faire bouger les choses. C'est essentiellement ces événements-là, ces moments-là de partage, de fraternité, qui ont fait qu'aujourd'hui on est encore là et qui font que demain et après-demain on sera encore là, puisque depuis ce temps, on a mis en place un certain nombre de formes de travail. Donc le jeudi, on se réunit en général sur 7 pour préparer les manifestations du samedi, et le dimanche, tous les dimanches à 10h30, on a constitué une assemblée générale. Cette assemblée générale, elle porte essentiellement sur le rassemblement des Gilets jaunes, l'accueil des nouvelles personnes qui s'interrogent sur ce mouvement, qui comprennent bien que ce qui est décrit dans les médias comme violent et j'en passe n'est pas la réalité, donc ils viennent à notre rencontre. Donc tous les dimanches, on se rencontre en général, c'est sur 7, soit au Palace, soit à la Santa Brièche, au Théâtre de la Mer. Et on prévoit aussi des actions diverses et variées pour la semaine. Ces assemblées générales, on les a voulues à l'image de ce qu'on veut en termes démocratiques. C'est-à-dire qu'elles tournent. Il n'y a pas de prise de pouvoir individuelle. Chaque gilet jaune participe à l'Assemblée générale, à tenir l'Assemblée générale, puisqu'on tourne, 2 assemblées générales et après ces 2 autres copains qui tiennent, etc., etc. On a mis en place des commissions de revendication, des commissions de communication, et pareil, le même principe, chaque copain tourne. Si on a voulu ce système-là, c'est bien parce que ce qu'on dénonce, ce qu'on critique, c'est ces renouvellements de mandat, c'est cette politique à vie qui fait qu'aujourd'hui, les citoyens et les citoyennes ne se sentent plus représentés, en fait, pour une part. Donc on essaye, en critiquant, de construire aussi un autre modèle de fonctionnement. Le week-end dernier, on a organisé un grand week-end à Frontignan, sur la commune de Frontignan, qui nous ont prêté un terrain et une salle. Ça a été un week-end festif avec des artistes qui sont venus gratuitement, avec des débats, et tout cet argent qu'on a pu récolter, puisqu'on a mis en place des sandwichs, des buvettes, etc., tout cet argent, on l'a pris, on l'a comptabilisé, on n'a pas encore fini les comptes, on les soumettra, bien sûr, mais cet argent-là sert à la défense juridique de nos copains. Parce que parallèlement à ce mouvement qu'on a voulu, un mouvement de revendication, un mouvement de lutte sociale, on a eu comme conséquence une très très forte répression. Juste pour vous donner un exemple, il n'y a pas si longtemps que ça, des copains se sont rendus au péage pour effectivement reprendre le péage. Alors oui, reprendre le péage, c'est illégal puisque c'est une propriété privée, on n'est pas sot, on le sait. On arrive sur le péage, tout se passe bien, la police arrive, elle a embarqué une copine à nous qui a entre 50 et 60 ans, qui est handicapée avec les béquilles, qui a fait 24 heures de garde à vue dans un premier temps, 24 heures de garde à vue. Passage au tribunal le dimanche. Le dimanche, ils ont ouvert le tribunal. Elle est sortie du tribunal, il était 21 heures. Elle est consignée à 7. Elle doit pointer tous les lundis. Et interdiction d'avoir un seul contact avec un seul gilet jaune. Donc cette personne-là, elle est enfermée chez elle. Et on doit, nous, de par notre solidarité, l'aider à payer les frais d'avocat, les frais de justice,
qu'elle va avoir. Donc tout l'argent qu'on récolte à chaque fois dans toutes nos initiatives sert à ça. Donc là, c'était pour la présentation du mouvement sur le bassin de Thau. Ensuite, on a voulu ce débat, justement, pour accueillir des nouvelles personnes, pour débattre sur ce que les gens connaissent ou pas des Gilets jaunes. Il y a beaucoup de copains à l'Assemblée qui aussi répondront. Pour débattre de la situation sociale, pour faire le parallèle entre le côté médiatique et le côté réel. Vous voyez, on n'est pas des dangereux criminels. On est là, on se présente devant la population, on participe à tous les débats quand les députés viennent. On essaye de faire en sorte de changer la société et d'améliorer le bien commun à tous. Donc, on va lancer le débat sur tout ça, et y compris sur toutes les questions qui peuvent être posées au jour d'aujourd'hui dans la société, au travers de notre mouvement. Et si on peut y répondre, on y répondra avec plaisir. Et on est surtout là pour dédramatiser et arrêter de... En fait, pour qu'on arrête de stigmatiser les Gilets jaunes. On se présente devant la population, on va le faire dans d'autres villes, et on espère que les gens vont nous accueillir correctement et pas comme le font le gouvernement a toujours nous taper sur la tête. Merci. J'ai oublié une chose essentielle, c'est de remercier la ville de Metz pour la salle, pour les assolos. Merci à TV Metz. Monsieur le maire qui est arrivé, qui a juste une réunion très rapidement, si vous voulez dire un petit mot. Non? Ok. Alors moi je voudrais passer la parole d'abord, si vous ne voyez pas d'inconvénient, aux gens qui ne sont pas Gilets jaunes. Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y en a qui veulent... Vous inquiétez pas, on vous tapera pas dessus. Hein. Tout le monde a le droit à la parole. Et comme j'ai le sentiment que lors du débat, du grand débat, du moins, nous, Gilets jaunes, on a un petit peu mobilisé la parole, bah, cette fois, je voudrais que ce soit éventuellement ceux qui sont pas Gilets jaunes. Voilà. Ils sont peut-être en train de le devenir, mais... Non, personne? Ah, voilà. Attendez, on va essayer de remettre le micro sans fil. Vas-y. J'ai essayé de mettre le volume. Je sais pas où. Je sais pas ce que j'ai touché. Vas-y. J'ai touché quelque chose, donc. Vas-y. Il va marcher, il est là. Non, mais j'ai touché que les boutons qui sont là. J'ai touché que les volumes. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé. Bon. Bonsoir, Samy Emmanuel, habitant de Metz. Je viens d'écouter madame, elle vient de dire que les Gilets jaunes sauraient changer la société. Des questions assez vastes, mais comment vous allez procéder pour changer la société? Bizarre. Est-ce qu'il y a quelqu'un... Elle va pas pouvoir répondre en 5 minutes. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui veut le micro pour envisager de répondre? Partiellement, peut-être. On éteint les Gilets jaunes. Établissons le ring. Allez. C'est ça le débat. Bien, Nicole. Bon, les Gilets jaunes, oui, dans leur démarche depuis le 17 novembre, ils sont pour un changement de société. Après, quel changement de société et jusqu'où? Après, c'est pas les Gilets jaunes actuellement qui vont le dire. Et c'est un processus et c'est une nécessité. Aujourd'hui, on voit dans les débats, on nous pose la question d'écologie, on nous pose des questions fondamentales. Hein, parce que le mur est en face, on va droit dedans, on va se casser les dents parce qu'il n'y a pas d'avenir sans environnement. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on demande, en tant que Gilets jaunes, on demande que des grosses sociétés qui exploitent le monde, qui font des fortunes et des richesses,
eh ben, les répartissent. Pourquoi les répartir? Alors ça fait partie de changer la société. Parce que nous, on voudrait être tous des bons écolos. On voudrait avoir des transports en commun, on voudrait pouvoir avoir des véhicules propres, si ça peut tenter, ça peut exister. On voudrait avoir des salaires mondains pour consommer des produits qui sont bons, pas des produits de basse consommation, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit comme société, qu'est-ce qu'on voit dans notre ville? Arriver des supermarchés à bas coût, et quand on regarde ces produits à bas coût, je suis désolé, c'est de la camelote, c'est mauvais à la santé, tout ça. Et les gilets jaunes, pratiquement, de l'augmentation de salaire, une répartition des richesses, eh ben, c'est déjà un changement de société. On sait qu'aujourd'hui, on est capté par l'argent. On n'a plus de pouvoir. On n'a plus de pouvoir. Déjà, on a un gros problème démocratique. Mais franchement, toutes ces multinationales nous ont enlevé même le pouvoir démocratique. Aujourd'hui, les gens qui sont à la tête de l'État, eh ben, ce sont que des représentants des gens qui ont de la fortune. Les lois sont faites pour les gens qui ont de la fortune, pour abriter leur fortune, pour faire voyager leur argent. Et en l'occurrence, nous, on est bloqués, quoi. On est bloqués sur une question et on se dit, voilà. Donc aujourd'hui, le changement de société, il est simple, il passe par nous redonner le pouvoir. Et nous, on veut un avenir, un environnement, un respect, on veut des soins, on veut des services publics, on veut une école, on veut que les gamins, et on est dans le gamin, parce que demain, qui c'est qui va construire la société de demain? On ne va pas avec des gamins qui n'auront pas appris à l'école. On ne va pas faire une société avec que des gens malades, avec des gens de la psychiatrie qui ne peuvent plus dégager les gens. Et voilà ce qu'on demande. On ne demande pas changer la société. Ouais, on ne fait pas d'extrême, quoi. On ne demande pas de retourner l'affaire. Merci. Bonjour, je m'appelle Émilie. Pour répondre à votre question, monsieur, la première question, ce serait de savoir si vous-même vous voulez que cette société elle change. Et jusqu'où vous êtes prêt à aller. Et là, je pense que c'est une question que chacun doit se poser en fait. Et jusqu'où chacun d'entre nous est prêt à aller pour changer une société, c'est-à-dire qu'on veut changer la société. Et après, j'ai envie de dire que jusqu'au 17 novembre, c'est vrai que les gens ne bougeaient pas spécialement, on va dire. Il y avait bien des grèves et tout ça. Mais bon, c'était pas l'ensemble de la société, comme les gilets jaunes, soutenus par 70% des Français. Et il faut savoir, je pense que derrière, il y avait une espèce d'occupation culturelle qui faisait qu'à un moment donné, chacun de nous était coincé dans sa petite vie, enfin, vous êtes coincé dans votre petite vie, dans notre petite manière de penser. Et ça, c'était peut-être voulu aussi par la puissance financière, quelque part, que décrivait monsieur précédemment, qui pensent à court terme, qui nous ont enfermés à court terme. Et aujourd'hui, il faut à tous penser le long terme et se battre contre cette puissance financière pour changer déjà leur vision des choses, parce que ils pensent qu'au pognon et ils ne pensent pas plus du tout à l'humain. Donc c'est peut-être ça aussi qu'il faut remettre au cœur du mouvement des Gilets jaunes, c'est se battre pour une nouvelle culture, une culture du long terme et une culture de l'émancipation de chacun d'entre nous. Voilà. Vous voulez répondre, monsieur? Je pensais que c'était limité. Personne d'autre a levé la main. Alors, à moins que j'ai pas vu, j'ai raté quelqu'un. C'est vrai, c'est une démarche très importante, mais c'est une démarche de longue haleine. Et puis, il y aura de la casse quand même. Je ne pense pas que ça va se faire si facilement, cette démarche. Un petit mot pour assurer que le mouvement des Gilets jaunes n'est pas fait pour la révolution, c'est pour aussi inciter les gens à avoir une démarche citoyenne et à prendre parti dans la vie de leur pays aussi. Ça veut dire qu'il faut que les gens comprennent un petit peu conscience que quand ils votent pour un député ou pour des sénateurs, c'est vraiment
pour des élus dans leur ville, il faut qu'ils soient attentifs. Et ça, c'est une leçon parce que depuis 50 ans, plus personne n'est attentif à rien. On a voté, on est content, on s'assoit, on reste à la maison. Ça, il faudrait que les gens apprennent à ce que ça change. Sinon, ça fait ça. Ça, c'est mon avis. Allez, c'est un débat. Tiens, ici. Bonsoir, moi c'est Jean. Je voulais parler des médias, parce que pour moi c'est un véritable problème, c'est les médias qui ont mis Macron au pouvoir, et donc ils font de la propagande sans arrêt, ça devient critique. Je vous cite pas les noms, de BFM TV, Midi Libre qu'on a dans le sud, j'en passe et les meilleurs. Est-ce que ça va durer encore longtemps? Monsieur. Ça va. Jette la télé, fais comme moi. Regarde tous ces merdes-là. Parce qu'en fait, à force que vous continuez à regarder ça, ils vont continuer en fait. Que s'il n'y a plus d'audimat, s'il n'y a plus personne qui regarde ces chaînes-là, mais du coup, ils ne pourront plus. Parce que du coup, il n'y aura plus personne qui sera en train de regarder, de les écouter. Donc du coup, tout le monde regardera la vérité, au lieu de rester sur son canapé devant la télé. Oui, mais il y en a toujours une minorité qui regarde la télé, qui font basculer les élections. Oui, oui, tout à fait. Ah oui, mais c'est pour ça qu'il faut arrêter de regarder la télé et être dans la réalité au final. La télé c'est bien, mais il ne faut pas non plus. C'est pas notre vie. Oui, à propos de changer la société, je fais l'hypothèse que c'est la lutte qui verra s'il faut changer. Je pense qu'on a bien vu l'évolution depuis le mois de novembre. Il y aura d'autres évolutions. Ça viendra aussi des poches de résistance au gouvernement. Par exemple, on veut changer la société en changeant les hommes politiques, ou des fonctionnements politiques. Si ça change la société, ça, le travail ça sera fait. Si on s'aperçoit que changer les hommes politiques par d'autres, y compris en faisant d'autres systèmes de pouvoir, si on s'aperçoit que ça ne change rien, c'est que ce qu'il faut changer est ailleurs. Par exemple, on peut se poser le problème de l'économique. Est-ce que le changement s'arrête à changer les hommes politiques, leur manière de fonctionner, ou est-ce que l'économique est le lieu même du changement nécessaire? Et je pense que ça, c'est la lutte elle-même qui le montrera. Ce sera une démonstration, non pas théorique, mais pratique. Allez, voilà. Bonjour, Isabelle. Moi, je pense que justement le RIC peut nous aider à régler même les problèmes économiques, puisque ce sera le peuple, ce sera le gouvernement qui allons prendre des décisions, qui allons voter sur des choix économiques notamment. On va 5 minutes. Alors j'interviens une toute petite seconde à propos du RIC. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord, il y a des gilets jaunes qui sont pour le RIC, d'autres qui ne sont pas pour le RIC, peu importe. Le RIC va être testé à notre échelon gilets jaunes dans les mois à venir. Donc en dehors de toute politique, pour voir si c'est réellement viable en France. J'ai jeté un froid. Non, non, ça va. Allez. Je suis désolé, je suis le seul. Qui peut m'expliquer ces interventions de casse, ces gens qui participent dans les manifestations et qui desservent énormément les gilets jaunes? Comment vous expliquez ce phénomène? Là, je vais répondre. Je me permets de répondre. Je pense que le 17 novembre, dans les Gilets jaunes, tous ces gens qui se sont levés à un moment donné pour dire rien à marre, ces gens qui avaient des petits salaires, des retraités, des femmes, il y a eu beaucoup de femmes qui étaient présentes sur ces ronds-points, partout un peu en France.
c'est les gens qui en pouvaient plus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'a pas tous le même niveau de ressenti contre le système. Et je pense que c'est là. Ce n'est une hargne qui ressort à un moment donné, vous m'entendez? C'est une hargne qui ressort à un moment donné, et voilà, on n'est pas tous. Il y a des gens qui sont vraiment. Même il y a beaucoup de jeunes qui se retrouvent au chômage et qui, bon, ils nous expliquaient, ils passaient 4 heures par jour à chercher du boulot, ils se relevaient le lendemain qu'elle avait commencé 4 heures, à un moment donné, ils en ont plein d'autres. Voilà, pour moi, c'est un système qui est presque au bout du boulot, qui amène toutes ces divergences dans les gilets jaunes. Quoi. Voilà, moi, je pense qu'on est tous des gilets jaunes. Voilà, moi, j'ai pas de problème, si les gens ont plus de hargne que moi, bah, je suis à côté d'eux, parce que même si moi je suis un petit peu plus tranquille qu'eux, bah, il y a une solidarité qu'on doit avoir. Comme le gouvernement, comme l'État, comme le système, la solidarité, on ne la voit pas trop venir. Moi, je vais faire un aparté vite fait. Au début, on parlait du moins partir, du moins quand on est passé des carburants à autre chose. Moi, sur les ronds-points, un petit peu partout, hein. Moi je me suis promené quand même beaucoup à Ariège, Toulouse, et puis je suis enfant, aussi. Les gens parlaient beaucoup du CICE, on parlait beaucoup de l'ISF, on parlait de la fraude fiscale, on parlait de tout ça. Si, il y a des économistes qui ont dit ces 4 choses-là, comment ça fait plus de 150 milliards de récupérés par l'État, chaque année. Avec 150 milliards, on a quoi attaquer déjà une solidarité vis-à-vis de ceux qui n'ont presque rien pour vivre aujourd'hui. On aurait de quoi attaquer une transition écologique énorme. Vraiment, là, on se pose même pas de questions. Là, au niveau des logements, au niveau d'un paquet de choses. Donc voilà, c'est pas fait. C'est-à-dire que la réaction, c'est. On voit cet argent, les gens le sont. Quand on sait que Carrefour, en 2017, je crois, avait reçu 400 millions d'euros au titre du CICE, alors que c'est une boîte qui fait chaque année entre 2 milliards et 2,5 milliards de bénéfices. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal que les vendeuses, on allait discuter avec elles quand on bloquait Carrefour, discuter avec elles? Les filles, elles font 23, 25, 26, 27 heures. Ils veulent pas que les patrons leur donner un salaire normal. C'est des nanas, elles bossent 23, 25, 26 heures pour 700-800 euros par mois. Elles ont rien, quoi. À un moment donné, elles finissaient leur boulot, elles venaient discuter avec nous, elles restent avec nous. C'est-à-dire que le truc est là, quoi. C'est. Voilà. Sur la question des violences, il y a violence et violence. Parce que depuis quand tu as démarré le mouvement, moi j'ai pas ressenti de violence. Quand j'ai vu tous ces gens là, monter dans les villes, à Paris, là, et arriver dans la capitale, là, tous ces provinciaux, je suis sûr qu'il y a des gens qui n'avaient jamais mis les pieds à Paris. Des gens qui avaient peut-être 30 ans, qui n'avaient jamais mis les pieds à Paris. Ils n'avaient peut-être même pas les moyens d'y aller à Paris. Ils ont découvert la capitale. Et puis la violence, elle s'est faite, non, c'était pas une violence, c'était une forme de révolution. Après, la France, elle ne vient pas de n'importe où. Tous ces gens qui sont élus de la République, ils viennent de la Révolution française. Et oui, ils viennent de la Révolution française. S'il n'y avait pas la violence en 1789, on n'avait pas enfourché quelques empaillés, si on ne s'était pas débarrassé, ce serait encore des sujets, on ne serait pas des citoyens. C'est des révolutionnaires et des méchants, hein, ceux qui ont brûlé, désolé, ils ont brûlé des châteaux, ils ont coupé quelques têtes, ils auraient dû couper peut-être plus. Bravo. Et de là, la bourgeoisie, le 18 mai après Napoléon, pour un coup d'État, ils reprennent l'affaire. Hein. Et eux, ils ont fait des révolutions et des contre-révolutions. Et ils ont massacré du monde. Hein, bon, je ne sais pas, je n'étais pas à la Commune de Paris, mais il y en a, ils ont pris plein la courge quand même. Hein. On se rappelle quand même des Versaillais, pour ceux qui ont un peu étudié l'histoire. La violence, aujourd'hui, il ne faut pas croire que c'est une violence uniquement contre M. Macron. C'est une violence, c'est un besoin révolutionnaire. C'est un besoin d'aller à la conquête, parce que quand on est en face, on a un mur, on a tous applaudi le Chinois qui se mettait devant un char, et aujourd'hui, on déteste le gilet jaune qui se met devant un char. Eh ben, moi je dis qu'à un moment, cette violence, elle est nécessaire. Je ne la cautionne pas,
Parce que moi, à mon avis, je peux vous dire, alors peut-être vous faire dire, c'est parce qu'elle n'est pas assez organisée. Elle n'est pas assez organisée, cette violence. On ne se bat pas au bon endroit et contre certaines personnes. Parce qu'aujourd'hui, la violence, il faut la voir aussi de l'autre côté. Il faut voir comme le mouvement s'est réduit après ce qu'on s'est fait castagner. Moi, je crois qu'il y a des coups de matraque, il y a des gaz, moi j'en passe, il y a des machins, il y a tout. Et aussi le vice, hein, il y a aussi des petits PV sur les péages, des contrôles, et voilà, les arrestations arbitraires. Parce qu'il y a des arrestations arbitraires pour des gens qui ont un peu sur Facebook, c'est impressionnant. Et après, je vous rappelle que pendant longtemps, vous avez payé avec le billet de 10 francs, je ne vous rappelle pas le billet de 10 francs. Le billet de 10 francs français, qu'est-ce qu'il y avait dessous? 100 francs, je ne me rappelle plus. C'est vieux ça. Il y avait une peinture de Delacroix. Oui, c'est vrai. Hein, avec Gavroche, c'était des symboles sur vos billets de banque. Et qu'est-ce qui vous est arrivé? La révolution, elle nous a apporté plus qu'elle nous a fait perdre. Déjà, elle nous a fait de nous des citoyens, comme aujourd'hui, on peut encore l'ouvrir. Et Macron, c'est un Versaillais. Pour moi, c'est un Versaillais. Pour moi, c'est un emplumé d'avant 1689. Ensuite, ce qu'il faut bien comprendre humainement ce qui s'est passé entre le 17 novembre et aujourd'hui. Pour l'avoir vécu sur le péage de Poussin, au contact de tous les copains. Au démarrage, beaucoup de gilets jaunes sont sortis spontanément par la colère, comme le disait Patrick, par la colère de subir une vie de plus en plus précaire et difficile. Et ils se sont joints les uns avec les autres, ils ont créé du collectif. En créant ce collectif, leur force, ils l'ont comprise. Et ils sont allés, pour la plupart, à leur première manif, avec la joie et la bonne humeur et l'espoir. Et là, ils sont revenus, gazés, matraqués, flashballés. La colère, elle est à leur retour. Elle peut être que normale. Pour les avoir vus dans les manifs, pour être à leur côté, au péage de Poussin, on s'est fait gazer, chassés, en pleine nuit, sans sommation. Mais ça, les gens qui ne sont pas dans notre quotidien ont peut-être du mal à nous croire, peut-être que le grand public se dit non, c'est pas vrai, mais si, c'est vrai. C'est pour ça que maintenant on vient vers les gens pour dire mais si, voilà ce qui s'est passé. L'abus de pouvoir de par les forces de l'ordre, il est réel. Il est réel, et on l'a vécu. Et quand vous voyez au péage de Poussin un hélicoptère pendant 2 heures sur nos têtes, il y avait une dame avec un appareil respiratoire dans le dos, les jambes qui tremblaient, une dame âgée. Même moi, ça m'a scandalisé, non pas moi d'avoir l'hélicoptère, c'est pas grave, mais de voir cette pauvre mamie terrorisée par cet hélicoptère. Quand elle rentre chez elle, la colère, c'est normal. Et moi, à côté, comment ne pas être en colère de voir ça? C'est normal. Pour moi, c'est normal alors. Ça a monté crescendo. Oui, mais c'est normal, les gens, au bout de 3 mois de lutte et 1 mois de mépris de ce gouvernement. Comme je vous le disais tout à l'heure, il a parlé au 10 décembre. Pour dire quoi? Aller à la CAF chercher des prestations sociales. Je vous ai écouté, je vous ai entendu, vous irez vous connecter sur Internet, réclamer une prime d'activité tous les 3 mois, ça va varier entre 30 balles, 50 balles, 100 balles, pour peu que votre salaire y varie. Et au passage, on enlèvera un bout d'APL. Vous voulez pas être en colère? Alors là, la colère, les gilets jaunes, on essaye de la mettre collective et de s'unir, chômeurs, retraités, travailleurs, immigrés ou pas. Parce qu'avec ce qu'on a entendu ces derniers jours, je vous jure que ça fait froid dans le dos. En plaisantant, alors c'est de l'humour, mais je disais bientôt la guerre en Libye, c'est la faute des gilets jaunes. Parce qu'on aura tout été dans ce mouvement. On aura été raciste, on aura été homophobe, on aura été xénophobe, on aura été, je sais plus, on aura été tous les colibrés. Et regardez, on est là, et on essaye d'exprimer le pourquoi et les moyens qu'on a. Moi, j'aimerais que Macron il dise, ben voilà, on va peut-être écouter, parce que comment vous expliquez, vous, que les mecs ont fait l'ENA et qu'ils ne voient pas des manies et des papilles fouillés dans les poubelles? Je veux dire, on prend, hein. Donc voilà, pour la violence, je voulais vraiment remettre aussi le facteur humain et le fait que les gens qui n'avaient jamais manifesté
C'est normal. Moi, ce que j'aimerais, c'est que cette violence, il faut qu'on en parle, mais il ne faut pas non plus penser que c'est systématique. Et que les gens qui sont sympathisants Gilets jaunes, qui ne sont pas forcément sur les manifestations ou autres, on trouve des actions pour lutter contre ce gouvernement, enfin contre les gouvernements en règle générale. Il n'y a pas que des manifestations, il n'y a pas que des violences. Il faut qu'on trouve d'autres actions. Moi, je comprends tout à fait les gens qui ne vont pas sur les manifestations ou sur les ronds-points ou sur les péages. Pardon? On peut faire la danse sur tous les ronds-points, on peut faire tout ce qu'on veut. Il y a plus de choses, c'est que Macron il réagit à la... Excusez-moi. Donc je vous présente le petit. Donc moi je pense que franchement, on a tout essayé, on a chanté, on a dansé, Maintenant il reste une chose, c'est Macron réagit, fait le gouvernement, pas que Macron, parce que derrière Macron il y a tout un monde. Donc ces gens-là ne réagissent qu'à la violence. Tant qu'il n'y a pas de violence, ils s'en foutent qu'on danse, qu'on chante, qu'on manifeste, même pas parce qu'on n'est pas des manifestants, on est des révolutionnaires quand même. Il faut arrêter de se prendre pour des manifestants. On n'est pas dans une manif, on est dans une révolution. Et cette révolution, il va falloir la mener et la mener à un terme. On ne peut pas, il ne faut pas se mettre dans la peau des manifestants. On ne manifeste pas, on révolutionne, c'est-à-dire on est contre quelque chose. C'est-à-dire qu'on veut renverser quelque chose. Donc on est des révolutionnaires. Au bout d'un moment, il va falloir adopter le mot révolution. Pour le moment, les gens sont un peu, comment dire, je ne sais pas comment expliquer, mais pour le moment, frileux par rapport à ce mot, parce qu'on n'arrive pas encore à l'adopter, ce mot. Mais il faut savoir qu'au moment ou un autre, il va falloir mettre notre nom, révolution. On s'appelle révolution, on n'est pas des manifestants. Donc toutes les lois qu'ils font pour les manifestants, on ne rentre pas dedans, on s'en fout. On est révolution, basta. On ne rentre pas dans toutes les lois des manifestants, on n'a pas le droit de faire ci, manifestants, on n'a pas le droit de faire ça. Non, mais on s'en fout. On n'est pas des manifestants. On est contre, on est une révolution. Et à un moment ou un autre, il va falloir vraiment appliquer le mot, quoi. Pour le moment, les gens sont frileux, ils n'osent pas trop dire on est entre manif, révolution, c'est comme un petit peu comme l'ado et l'adulte. On est ado et puis on n'arrive pas à être adulte. Mais là, il va falloir vraiment porter ces machins et se dire on y est dedans. Les deux pieds dedans, quoi. Voilà. Je voudrais vous dire mes réticences vis-à-vis des Gilets jaunes. Ça ne se dit pas, mais je le dis. Donc je pense que ce que je dis actuellement, la lutte est juste, mais elle n'est pas tout à fait la mienne. Pourquoi? Et l'exemple de la Révolution française devrait nous servir à quelque chose. Vous savez, les sans-culottes, ils avaient le droit, parce qu'ils avaient obtenu de l'insurrection et de changer les hommes politiques. Et très souvent, ils ont été amenés à chasser les hommes politiques de la Convention, des tribunaux révolutionnaires, tout ça, parce que ces hommes-là étaient corrompus. Ils étaient corrompus parce qu'ils servaient les marchands de farine dans la rue. Et les marchands de farine arrivaient à Paris à retenir la farine, à mettre les sans-culottes dans la feuille, puisqu'ils se nourrissent à 85% de produits tirés de la farine. Vous voyez, chaque fois qu'on augmente qu'on retient, le prix monte, et à ce moment-là, on le sort, on le vend. Quand le prix baisse, on le garde. Et les hommes politiques étaient corrompus par les marchands de farine. Je simplifie, mais c'est ça. Et le malheur, c'est qu'ils ont changé les hommes politiques au fur et à mesure, et chaque fois qu'ils changeaient, les nouveaux étaient corrompus. Ils n'ont pas compris, mais il y a quand même plus de siècles, ils n'ont pas compris ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que ce n'étaient pas les hommes politiques qui avaient le pouvoir, c'était les marchands de farine. Je crains, et c'est ma réticence vis-à-vis des Gilets jaunes, je crains que les Gilets jaunes soient comme les sans-culottes,
et c'est magnifique, les antilotes, mais avec les illusions de ces pilotes. Je voudrais qu'on se cesse d'avoir cette illusion-là. C'est pas Macron. On peut croire que c'est la population qui a voté pour lui. On peut le croire, mais c'est une foi. En fait, Macron, c'est le candidat du MEDEF. Et donc, Macron sautera si le MEDEF considère qu'il faut changer de cheval. Bien sûr. Vous voyez, c'est ça. C'est ça qui me paraît très important. Et il me semble que là, pour moi, il y a une ligne. Alors, bien sûr que je soutiens les Gilets jaunes, mais je ne suis pas Gilet jaune. Je ne suis pas parce que j'en ai marre, parce que je suis vieux aussi, de transporter cette illusion que les hommes politiques sont ceux qui décident pour nous, qui nous gouvernent. Non, ils ne nous gouvernent pas. Ils sont des pantins. Ils sont que des pantins. Mais terribles, parce qu'ils passent pour être des gens qui ont le pouvoir, parce qu'ils prétendent avoir le pouvoir, parce qu'ils cachent le pouvoir authentique, qui est le pouvoir économique du MEDEF et des VSI, des grandes entreprises internationales. Donc le problème, c'est qu'il faudrait éviter de s'entêter, comme l'ont fait les salpilotes, parce qu'on va s'user. Et pendant qu'on s'use, vous aurez des blessés et des arrêtés. Alors que l'ennemi n'est pas tout à fait là. C'est un ennemi provisoire. Voilà ce que je voudrais. Alors je ne sais pas comment le dire, mais je pense qu'il faut le dire, et non seulement le dire, mais en rester là à discuter. Moi je vois bien que de temps en temps dans les assemblées, les Gilets jaunes, je dis ça. Et tout le monde me dit oui, bien sûr, il y a une rumeur qui circule, il y a un hochement de tête, les gens sont d'accord. Et puis après on revient sur Macron, sur Castaner, sur Blanquer, sur n'importe qui. Mais c'est pas là les ennemis. Bien sûr qu'on va les avoir en face. Mais c'est pas eux les ennemis. Il ne faut pas se tromper d'ennemis. Voilà, et je crois, il y a une évolution que si effectivement on va à la racine du problème. On est radical quand on va à la racine. Et la racine, selon moi, mais il faut le discuter. Est-ce qu'on est d'accord ou pas avec la proposition? Et illustré par la situation de la Révolution française. Voilà. Je voudrais qu'on en parle. Et je ne voudrais pas revenir tout à l'heure à dire la même chose, parce que je n'ai que ça à dire. Le reste, c'est du détail. Et la violence, ça s'apprend par ceux qui sont violents envers nous et envers vous. Voilà. Le recours à la violence, comme l'a dit Louisa, c'est les gens qui découvrent, parce qu'ils ne pensaient pas que ces manifestants, ils en rencontraient plein la gueule. Et il y a, depuis les manifestations contre la loi du travail, les gens des ZAD, l'armée policière s'arme de plus en plus et tape de plus en plus vite, heureusement. C'est incroyable le nombre de dieux éborgnés, de mains, de pieds arrachés, mais c'est inadmissible ça. C'est inadmissible. Et parce que ces gens-là, ils font de la diversion. Il faut croire que c'est le Premier ministre ou le ministre de l'Intérieur. Mais ce ministre de l'Intérieur, il est au travail pour d'autres. Et c'est les autres qu'il faut voir. Il faut aller à la racine. Voilà. Excusez-moi. Merci. Tout à fait. La racine du mal. Moi, je me demande par quoi il faut commencer. Il faut bien commencer par quelque chose. Donc, déjà, par dissoudre le gouvernement. Donc, comment le faire? Changer la Constitution. Voilà, c'est la première des choses. Pour pouvoir avoir un gouvernement qui en a confiance et qui gouverne par le peuple et pour le peuple. Bonsoir à tous. J'ai une réflexion à faire, voilà, et je vous pose la question. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que, en ce moment, ce qui se passe, c'est qu'on met les gens, les uns, contre les autres? Oui, On non, c'est essaye. le contraire. Non, On essaye. On n'a jamais été aussi solidaires qu'elles sont. Non, on est entre nous. On est entre nous. Alors, on a le même gilet. Ok. Après, dans les yeux, on n'a pas le même choix. On est bien d'accord. Bon. À aujourd'hui, on a le même gilet. Voilà. Donc, à aujourd'hui, ce qui craint, c'est que le gouvernement, ainsi que les précédents, de nous diviser. De nous diviser. Ben justement, Macron nous a réunis. Ah, c'est une blague. C'est la vérité. Là, c'est une blague. Non, c'est pas une blague.
vraie blague. C'est une C'est réalité. justement, on en parle. Entre gilets jaunes, on en parle. On a tous nos divergences. Prenez le micro. Non, je suis OK. À la fois. Donc, bon, aujourd'hui, on fait quoi? On cherche. On continue. Si on fait rien, nous on se bat pour Je ne sais pas, est-ce que vous êtes OK là? Bon, on parle de faire une liste, une, deux, trois listes. Est-ce que ça sert à quelque chose? Non. Je ne sais pas, je Ça pose la dépend. question. Attends, Moi, je pose une question à la fin. Après, on leur redonnera le micro. Alors? Non, mais allez-y. Le micro, ils vont vous répondre. Qu'est-ce qu'ils veulent répondre? Je réponds vite fait. Déjà au niveau des assemblées, un petit peu partout en France, il y a eu l'assemblée des assemblées à Commercy, et à l'unanimité des présents. Il y avait à peu près une centaine de ronds-points à représenter. On était contre les élections. Au niveau de cette, c'est pas notre tasse de thé, on ne peut pas en parler. Donc voilà. Je voudrais rebondir sur ce que disait le monsieur devant. Il y a Georges Boris qui disait que soit l'État contrôle la monnaie, soit c'est la monnaie qui contrôle l'État. Et aujourd'hui, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que monsieur dit, c'est que le problème n'est pas Macron, Castaner, ils sont que la partie, que l'arbre qui cache la forêt. Et le problème, c'est l'oligarchie financière. Elle est internationale, c'est dans le monde entier. Donc, en fait, c'est un problème qui va au-delà même de la France, puisque ce sont les milieux financiers, les marchés financiers qui aujourd'hui contrôlent le monde. On voit bien que des fonds de spéculation vont même jusqu'à spéculer sur les matières premières, et notamment la nourriture, entre autres. Alors, différents marchés, par exemple à Chicago, ce sont les marchés des oléagineux, donc les céréales, et pourtant il n'y a aucun céréalier à Chicago même. Je pourrais passer toute une liste comme ça. Et après, je pense que les gilets jaunes aujourd'hui doivent essayer de combattre avant tout cette oligarchie financière. Il y a des gilets jaunes constituants, si je ne me trompe pas, qui ont appelé à manifester devant les grandes banques. En partie, vous parliez tout à l'heure d'éventuelles actions à mener. Il n'y a pas besoin d'être très nombreux devant ces banques. Quelques personnes avec des pancartes pendant 10 minutes, une demi-heure, ça suffit largement, en distribuant quelques tracts et en dénonçant ce que la banque en question fait sur les marchés financiers ou d'autres, c'est qu'elle commet comme exaction, on va dire. Et ça suffit largement, il suffit de se filmer un petit peu, de mettre ça sur Facebook et de faire circuler. Moi je ne suis pas gilet jaune constituant, je le dis tout de suite, mais j'ai remarqué ça. Et donc c'est une action, ce sont des actions possibles, mais en tout cas ce sont des actions, le fait de s'en prendre au relais de l'oligarchie financière, c'est peut-être aussi une manière d'attirer l'attention de la majorité des Français sur ces questions-là, sur cette question de fond. Parce que si on ne reprend pas la souveraineté monétaire, si le peuple ne contrôle pas à nouveau la monnaie, on ne pourra pas faire grand-chose. On ne pourra pas remettre l'argent au service de l'économie réelle. Et donc on ne pourra pas, par voie de conséquence, derrière, augmenter les salaires, pour pouvoir financer notamment les services publics, les hôpitaux, et tout ce qu'il y a comme service public, quoi. Si je peux être présent. Voilà, c'est tout. Je m'appelle Robert et j'habite au Bez, comme tout le monde, je suppose, ici. En tout cas, j'approuve énormément ce que vient de dire
cette dame, et aussi le monsieur qui est là. L'ampleur du problème, il est monstrueux, et ça n'est pas en manifestant malheureusement tous les jours à quelque endroit que ce soit que les gilets jaunes pourront changer quelque chose. Et pourtant, on a commencé à changer beaucoup de choses. Oui. S'il vous plaît, ce que je veux dire, c'est qu'on a affaire à un problème qui est mondial. L'économie mène le monde. Et donc, Macron, comme nous, n'y peut pas grand-chose. Il sait, Macron, tout ce qu'il peut faire, et tous ceux qui sont autour de lui, ne font qu'essayer de garder leur position et ainsi durer, boucher un trou par-ci, boucher un trou par-là. Je pense que la chance des Gilets jaunes viendrait plutôt de quelques idées lancées comme ça dans la nature et qui pourraient faire leur chemin. Je vais en citer quelques-unes. Je pense déjà à arrêter la concentration dans les villes. La concentration dans les villes, quand il n'y a plus de travail, elle amène une catastrophe. D'autre part, on pourrait citer, excusez-moi, je n'ai pas l'habitude de parler en public, je suis assez ému, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je voudrais citer aussi d'arrêter de faire rouler des camions en double fil sur les autoroutes, alors qu'on pourrait très bien les monter dans un train, etc. Donc je pense que plutôt c'est en lançant des idées et en cherchant à les développer de cette façon qu'on pourra arriver à quelque chose. Mais certainement pas changer le monde en quelques semaines ou en quelques mois. Mais moi, je voulais simplement dire qu'à l'heure actuelle, tout le monde est au courant de tout. Je suis très fière de faire partie des Gilets jaunes et de dire qu'il y en a marre, on est tous au courant et qu'on se soit tous rassemblés ensemble pour leur dire nous sommes des êtres humains, arrêtez de nous traiter comme du bétail. Voilà. À l'heure actuelle, on connaît tout, on sait tout, c'est ça que nous ouvre nos cœurs. Très bien. Pour être plus précis, à propos du pouvoir économique qui nous gouverne, effectivement, c'est quoi ce pouvoir économique? On a peut-être quelques chiffres. Un chiffre, par exemple. En 2018, il a été donné aux actionnaires, c'est-à-dire ceux qui possèdent les moyens de production, il leur a été restitué 59 milliards d'euros. Ça, c'est la part du travail qui n'est pas revenue aux gens qui travaillent et qui revient à des gens qui ne travaillent pas. C'est ça le problème. C'est l'équivalent de ce travail-là qu'il faut se récupérer. C'est ça le problème. Alors, pour savoir comment faire, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible, mais on n'est pas tout à fait démunis. Parce qu'il y a déjà des gens qui ont pensé à ça, qui ont essayé de le faire, qui ont réussi partiellement, pas définitivement, c'est vrai. Je ne dis pas que ce qu'ils ont fait, c'est à refaire, ou ce qui était programmé de faire. Mais c'est comme on peut partir de là, et voir si on peut faire mieux que ça. Alors, je vais dire des choses qui ne se disent pas. Je m'excuse parce que c'est pas un propos d'actualité, mais c'est comme ça, et vous en ferez ce que vous voulez. Je pense que ça se fait en traitant. Premièrement, on bloque l'économie. Ça, vous avez fait un peu. Vous savez un peu. Bon, il faut apprendre plus, c'est très difficile. Hein, surtout pour se faire démonter, parce qu'on ne bloque pas pour se faire démonter. Ça, il faut s'entraîner un certain temps pour bloquer. Et ça, vous savez faire. Vous avez mis le faire et trier. Le deuxième élément, c'est un peu plus compliqué. Hein, tout à l'heure, on parlait de la Commune de Paris. Ça, il faut essayer la Commune de Paris. C'est qu'une fois qu'on a bloqué, on ne s'empare des outils de production ou des institutions. Et on décide à ce moment-là, vous décidez, nous décidons soit de le détruire, pour l'emploi par exemple, on peut le détruire, hein. Bon, par exemple, mais, ou alors on le fait fonctionner à notre service, dans l'intérêt non pas de quelques actionnaires, mais de tout le monde.
Ça veut dire qu'on bloque et on s'empare de l'outil de travail. Alors vous me direz, et les actionnaires, ils prendront leur valise, s'ils ne peuvent pas nous retourner, s'ils ne peuvent pas nous envoyer des Macron, Castaner, parce que ça, on va les rencontrer sur la route, bien sûr. Hein. Au début, ils ne vont pas se laisser faire. Mais après, si on est plus puissant qu'eux, ben, ils prendront leur valise et ils partiront avec des magots, avec l'argent, en Suisse ou ailleurs, dans des paradis fiscaux, parce qu'ils existent. Et ils vont nous déposséder de cet argent-là. Ben oui. Mais il faut savoir qu'en France, on a produit pour 59 milliards d'euros de richesse pendant un an. C'est pas rien, ça. Donc ça veut dire que les gens en France sont capables de produire de la richesse. Le problème, c'est qu'on la produit et on la vole. Il faut se réapproprier cette richesse. Et pour se réapproprier cette richesse, il faut s'emparer des moyens de production et des institutions et les faire fonctionner dans notre intérêt. Voilà le programme. Alors ce programme, il existe. On peut en discuter. Il faut en discuter, certes. Peut-être qu'il faut modifier les choses. Là, on ne parle pas de rien. Il faut pas qu'on nous voit notre histoire. Nous avons une histoire, nous avons une expérience déjà. Il faut faire ça, faire ça. La violence, bien sûr, elle n'est pas souhaitable. Hein? Mais le problème, c'est que la seule force qui est la vôtre, c'est le nombre. La seule force qui est la nôtre, c'est le nombre. C'est la seule force. Nous n'avons pas l'armée, nous n'avons pas l'argent, pour l'instant. Nous n'avons pas l'armée, nous n'avons pas la justice, nous n'avons pas les prisons. Tout ça, on n'a pas. Le seul truc, c'est notre nombre. Ben, il faut que ce nombre, on le garde et qu'on se prenne le moins de l'escarmouche de la part des puissants. Voilà. Et puis, s'il y a des gens qui tiennent plus à leur capital, à leur action qu'à leur vie, c'est dommage pour eux. Il faudrait essayer de les convaincre, de dire qu'il vaut mieux sauver sa vie que sauver son capital. Mais on sait très bien qu'il y a peut-être quelques fous qui penseront qu'il vaut mieux perdre sa vie que perdre son capital. Eh bien, ils perdront leur vie. C'est comme ça. C'est des choses qu'on ne dit pas, ça. Et je ne l'ai pas dit. Vous l'avez entendu, mais je ne l'ai rien dit. Merci. Oui, bonjour, je rebondis par rapport à ce que vous venez de dire, monsieur. En fait, ça s'appelle des nationalisations. Hein. Donc, on a déjà eu ça. Justement, je pense qu'effectivement, la notion de RIC qu'on défend et effectivement l'instauration d'une nouvelle constituante avec la 6e République peut régler tout à fait ces problèmes-là. Et justement, nous, ce qu'on veut, enfin, il semble, au niveau des Gilets jaunes, c'est acquérir effectivement une horizontalité et non plus une verticalité du pouvoir. Donc à partir de ce moment-là, dès qu'on mettra ça en place, on l'aura, forcément. Bon, peut-être que ça ne va pas se faire tout de suite, mais effectivement, comme disait la jeune fille là au début, c'est vrai que ça s'appelle une révolution, elle a raison. On ne veut plus de ce système-là. Ce système-là, c'est juste obsolète. De toute façon, qu'on le veuille ou non, dans très peu de temps, dans 20 ans, l'écologiste cherchera bien de nous le rappeler. Donc, ce qui se passe au niveau planétaire, au niveau mondial, ce ne sera plus la circulation des capitaux qui importeront, ce seront justement l'énergie, c'est-à-dire l'eau, tout ce qui nous permet de vivre au quotidien, et dont on nous enlève même la notion en nous faisant payer de l'eau, en nous faisant payer n'importe quoi, bientôt l'air. Donc là, justement, ça n'aura plus lieu d'être. On est pressé par le temps, on est pressé par l'écologie, quoi qu'on dise. Donc de toute façon, ils le savent très bien. Donc la chute aura lieu. Maintenant, à nous de voir si on peut la précipiter un peu plus vite pour justement nous donner les moyens de vivre décemment et pas dans des conditions polluées, comme le disait tout à l'heure le camarade. Voilà, c'est tout. On a le droit à ça, on a le droit à la vie, et ça suffit maintenant. Effectivement, comme l'autre, le monsieur qui vient de parler, il y aura forcément des morts. Ça, on ne peut pas faire de révolution sans mort, désolé. Je sais que c'est horrible, mais on l'a déjà dit. On l'a déjà dit. Voilà, et il faut en être conscient. Ils ne lâcheront pas le pouvoir comme ça. Ils ne le lâcheront pas. Ça, c'est évident. J'en suis navré, mais ça va se passer comme ça.
Ça marche? Moi, j'ai écouté vos remarques que j'appartage. Sauf qu'il n'y a pas de temps différents. Il y a des analyses sur l'économie, des géopolitiques, des sport. On n'entend pas. Là, ça va mieux? Là, voilà. Je disais que je partage pas mal d'analyses, mais il n'y a pas de temps différents. Il y a des rayons d'action différents. C'est-à-dire qu'on dit qu'il y a des révolutions à faire bien, sauf qu'il faut être majoritaire pour faire une révolution. Mon sentiment, c'est que quand on a une attitude qui peut faire repoussoir, notamment par rapport à l'URSS, sur la majorité de la population, on se coupe de la majorité de la population. Après, il faut des avant-gardes, des gens qui signent avant-garde. Par contre, ça prendra énormément de temps de faire changer des systèmes. D'accord aussi sur le problème écologique, évidemment. Nous approuvons. Mais commençons par construire, quand on construit par des fondations. Les fondations, c'est le local. Il faut des actions locales. Et moi, l'analyse sur les multinationales, c'est pas la peine d'aller regarder bien loin dans le temps. On les a ici, chez nous. On paye tous nos factures. On va regarder à quel on paye. C'est du local. On a tous des aménagements dans nos villes. Il faut regarder qui les font. Donc, moi, de mon côté, je ne mets pas des gilets jaunes pour un certain nombre de raisons, notamment par rapport à l'écologie, puisque le départ du mouvement, je ne suis pas d'accord sur l'anti-écologie qui pouvait en émaner. Mais je soutiens ce mouvement comme une avant-garde. Je pense que c'est salutaire pour le mouvement. Par contre, je pense qu'il faut, par rapport au pas de temps qu'il faudra pour convaincre les populations majoritaires d'agir, par rapport au fait que les outils politiques que l'on a, les gens ne s'en servent pas, on ne vote pas aujourd'hui. Il ne faut pas se plaindre, on ne va pas voter. Il faut déjà se saisir des outils qu'on a sur place, localement, puis après, un peu plus dans la région, puis au niveau national, pour espérer convaincre des majorités de la population. Et la population est convaincue quand elle voit des exemples, et les exemples doivent être locaux. Et on a moyen d'intervenir localement, ça ne demande pas des milliers de cents. On peut faire des exemples locaux d'autres sociétés qui marchent. Ça existe à droite à gauche. Il faut regarder, il faut se renseigner. Il faut faire venir des gens qui font fonctionner les économies différemment, notamment dans l'agriculture, notamment sur des échanges, des modalités d'échange, des monnaies locales, des choses comme ça. Donc, il ne faut pas désespérer non plus en disant le système est tellement énorme qu'on n'aura jamais changé. Il faut prendre son échelle, pour moi locale, obligatoirement, et travailler au niveau local. Voilà. Ce que je peux vous dire, je pense qu'il y a suffisamment d'exemples aujourd'hui un peu partout et partout dans le monde entier pour qu'on puisse essayer de créer des sociétés tout en essayant de maîtriser celles que l'on a sur le dos aujourd'hui. Et ça ne coûte pas bien cher. C'est simplement se saisir des outils qui existent. C'est compliqué, la démocratie est compliquée, mais il y a des outils. Et il faut, je pense, revenir au niveau de chaque commune, de chaque département, de chaque région, faire jouer le rôle des citoyens, parce qu'aujourd'hui les citoyens ne jouent pas trop leur rôle, et profiter de l'avant-garde qui va générer des idées, qui va générer des conflits, évidemment, mais qui va aussi, à mon avis, se faire avoir. On va voir ça en mars. J'attends impatiemment les résultats de notre grand débat. J'attends impatiemment les résultats des emplois sur les jambes de droit que nous avons proposés. Et je pense qu'au lieu d'une désillusion, moi la conclusion que je me tirerai, c'est que je vais me prendre par la main et je vais agir tout seul au niveau local. Tout seul c'est faux, puisque j'ai une association, mais je pense que des regroupements de citoyens au niveau local, en essaimant, c'est une solution. On construit par des bases, on construit par des fondations. On ne construit pas pour la tête de la pyramide, parce que la pyramide ne bouge pas. Elle change de tête. Par contre, si toutes les cellules de base sont organisées, si toutes les cellules de base sont modifiées par des modes d'action économique différents, on peut arriver à inquiéter les gens. Et croyez-moi, je me rappelle toujours de ce que Paul Valéry disait, la politique,
c'est l'art d'empêcher les gens de se mêler de ce qu'ils regardent. Et ça, c'est ce qui fait le plus peur à notre classe politique actuelle. Voilà, ça c'est mon avis, ça n'est que le jeu. Je vais juste apporter une petite précision parce que voilà, justement ça en fait partie. Le mouvement, quand il est né le 17 novembre, il a été vu comme un mouvement anti-écologique, ce qui est complètement faux. Voilà. Donc, non, mais même si vous allez être conscient, ce genre de débat qu'on fait ce soir, c'est aussi pour ça, parce que oui, le prix de l'essence et du gasoil, on a revendiqué qu'il soit inférieur à ce qu'il est maintenant, de toute façon il est revenu au même prix, mais en même temps, ce qu'on disait, c'était la voiture électrique, voilà combien ça coûte, les transports en commun, il n'y en a pas, la question du fret, elle n'y est pas, ça on le disait, sauf que comme on ne veut pas, le gouvernement, les médias ou même certaines personnes ne veulent pas entendre facile de dire voilà, ils se battent pour ceci, pour cela. Non, c'est faux. Moi, je vous donne juste mon exemple. Je suis agent de service dans un lycée. Le travail que je fais dans un lycée, avant j'avais le droit de le faire dans un lycée et dans un collège, parce que c'est le même. Au jour d'aujourd'hui, par les lois, je n'ai plus le droit de travailler dans des collèges, ce qui fait que je travaille à 7. Demain, j'ai le droit de travailler dans des collèges où c'est l'aide ou c'est le camp. Je supprime une voiture, j'ai le vélo, etc., etc. Donc, on n'est pas du tout anti-écologique. Cette question-là, on ne l'a pas abordée dans le fond. On a commencé d'ailleurs ce week-end. On ne l'a pas abordée pour l'instant dans le fond, parce qu'on a abordé d'autres questions collectivement. Après, le local ou nos actions telles que là, nous, on les défie, il n'y a rien qui est opposé, au contraire. Chaque citoyen participe à ce qu'il veut, comme il le ressent. Même nous, dans le mouvement des Gilets jaunes, il est vaste. Ce qui nous unit après, c'est toutes ces problématiques qu'on a énoncées, et qu'on continuera à dénoncer, peut-être qu'il y en aura d'autres. Mais après, chacun est libre et fait intervenir dans la société comme il le veut. C'était sur la question de l'avant-garde. Je ne sais pas si c'est des Gilets jaunes l'avant-garde. C'est déjà un bon mouvement populaire. Déjà, on peut dire que ça, c'est une avant-garde. Après, ce que tu reprochais un peu à cette avant-garde, voilà, c'était peut-être pas l'avant-garde écologique. Et ça, c'est justement ce qu'on veut plus. C'est justement ce qu'on veut plus. Après, la représentation, oui, il faut voter, oui, il faut aller. Mais c'est ce qu'on veut plus non plus. Où on est représenté. Si on prend la sociologie des Gilets jaunes, la sociologie, elle est où au Sénat? Elle est où au Parlement? Elle est où dans les communes? Elle est où dans les départements? Il n'y a plus d'ouvriers. C'est un vilain mot. Il n'y a plus d'ouvriers. Les partis politiques, alors parce que l'avant-garde, il faut parler de l'arrière-garde. Donc je considère l'arrière-garde les partis organisés. Donc, c'est eux l'arrière-garde. Par contre, ça c'est un peu politique. L'arrière-garde nous a accueillis à Frontignan, puisque c'est une ville socialiste avec des élus, en particulier un élu communiste, au demeurant très gentil, un ancien personne de type que j'adore. Et on discute avec lui, il dit 36 ans de mandat. 36 ans de mandat! Bon, voilà pourquoi on est l'avant-garde. Et voilà pourquoi ils sont arrière. Parce qu'à un moment, ils sont restés collés le cul sur la chaise dans le mandat. Non, ils sont restés collés la chaise dans le mandat. Et ils se sont fanés, ils se sont réunis, ils sont généreux, ils ont de bonnes idées, ils ont tout ça, mais ils n'ont plus l'avant-garde. Et par contre, aujourd'hui, si on les cherche, il manque des chaises. Il manque des chaises. Ils ne sont pas là. Et moi, je me pose la question du mouvement des Gilets jaunes, cette avant-garde populaire avec des revendications saines, même d'obédience révolutionnaire, pour que l'entendre. Comment ça se fait que ces partis traditionnels, qui étaient de gauche et tout ça, sont absents du mouvement? Il y en a, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, ils sont absents. Pourquoi hier, ils étaient en force en manifestation, unis à Paris sur une question fondamentale, contre l'antisémitisme, n'importe. Ils étaient tous là, tous, d'un coup, l'union sacrée.
sacré, c'est maintenant. C'est maintenant, c'était hier, mais c'est aussi maintenant. Et voilà ce qui pêche aujourd'hui, en politique. Et on pourra faire toutes les merveilles, il va falloir se remettre à jour. Ils appuient sur le bouton, reset et ils descendent dans le mouvement. Parce qu'on ne s'est pas vu beaucoup. Et ils sont là, ils regardent, je ne sais pas si on va comme la regarde, mais on verra. Bonjour, bonsoir. Déjà, je voudrais juste préciser, comme on dit, que ce monsieur est traditionnel de mandat. Et on dit que vous ne pouvez pas ajouter. Donc, ce monsieur, si ça fait 36 ans qu'il est là, ça fait 36 ans qu'il est élu. Aujourd'hui, ce que disait M. Navigo, c'est que c'est déjà au niveau local. Si au niveau local, on ne laisse pas pendant 30 ans ou 36 ans la même personne réveiller, tisser des poils pour ne plus partir de là, ça sera toujours pareil. Donc il faut peut-être s'investir au plus bas pour qu'on puisse justement monter, comme on parlait tout à l'heure, s'investir au niveau local, départemental, régional, pour justement acquérir une expérience, malheureusement, mais de la politique. Savoir faire de la politique, c'est compliqué. Mais on est obligé quand même d'avoir des bases pour pouvoir arriver à se faire entendre et à pouvoir dire les choses et à amener les choses concrètement sur une table sans être dispensé. C'est mon avis à moi. On m'entend là. Oui, je ne partage pas ce que vient de dire le monsieur, parce qu'au niveau local, on subit de tous les côtés les conséquences de la politique nationale et même les conséquences, surtout d'ailleurs, des directives de l'Union européenne. Quand on veut voter, on vote pour n'importe qui et tout le monde l'a fait, ça fait 30 ans qu'on a voté pour tout et son contraire. Et c'est les mêmes choses. Pourquoi? Parce que 95% des lois sont l'application des directives européennes. Pourquoi ça? Parce que la 5e République, dans laquelle on est, c'est quand même pas la démocratie. On ne peut pas espérer qu'on va transformer la démocratie, des gens d'opinions différentes vont changer la 5e République. C'est pas possible. Elle a été constituée par un coup d'État d'abord, je le rappelle, se souviennent, enfin, ça fait longtemps, mais c'était, à une époque, c'était rappelé de temps en temps, maintenant on n'en parle plus, mais c'est pas démocratique à cette époque. On ne peut pas la transformer en démocratie. Il faut tout changer. Et tant que ce n'est pas tout changé, qui est-ce qui décide de fermer les maternités partout, de fermer les bureaux de poste partout, de fermer les gares, les lignes de chemin de fer, etc. C'est les directives européennes. Et les directives européennes, elles ont élu Macron pour qu'il fasse ce boulot, pour qu'il continue à le faire. C'est lui, il est mandaté par l'Union européenne, Macron, comme tous les autres avant lui, d'ailleurs. Mais lui, il veut aller plus loin parce qu'il a été élu par personne en France. C'est 15% des gens du corps électoral qui ont fait pour lui. 15%. Alors on dit, il faut aller voter. Moi, ça fait longtemps que je ne vais plus voter. Je vous le dis franchement. Parce que j'estime, j'ai été voté régulièrement. De la politique un peu, mais le système, on constate tous, ça ne change rien. Il faut donc changer le système. Avant d'aller voter, il faut rétablir la démocratie. Et donc, quelqu'un l'a dit, il faut une assemblée constituante, comme il y a eu pendant les révolutions diverses, avec des délégués élus, parce que là, on a tous des bonnes idées, il y a beaucoup de choses que je partage, il y en a d'autres que je partage moins. On peut parler de ça des heures, des nuits entières. Mais il faut une représentation, il faut que le peuple, comme ça a été dit par certains, les gilets jaunes là-dessus, je suis d'accord, il faut redonner le pouvoir au peuple. Et le pouvoir au peuple, c'est national. C'est un État où il y a l'égalité des droits dans tout le pays. Et je ne suis pas d'accord non plus pour dire qu'il faut faire uniquement local, parce que c'est ce qu'il dit. Non, pas uniquement, d'accord. Mais on s'occupe de ça. Mais si vous regardez ce qui est fait par les gouvernements successifs et par Macron aujourd'hui, c'est de dire ça justement. Il n'y a plus de règles nationales. Il y a un code du travail par région. Il va bientôt y avoir ça avec un SMIC par région. Alors le SMIC, il faut le doubler, disons.
minimum. Mais il voudrait qu'il n'y ait pas les mêmes droits par département, par communauté, par territoire. Bon, c'est la bonne. Mais c'est ça qu'il faut, je pense, c'est là-dessus qu'il faut insister. Alors, de quelle manière on va pouvoir arriver à ça, j'en sais rien. Moi, je souhaite que le mouvement des Gilets jaunes se transforme effectivement en révolution. Pour ça, comme ça a été dit aussi, il faut une majorité. Et la majorité de la population, c'est des millions de gens. Des millions de gens qui n'ont pas voté, qui refusent de voter, et je trouve que ça, c'est positif. Mais bon, la vie, tout le monde peut avoir son avis là-dessus. Mais il faut arrêter ce système et faire en sorte que la majorité de la population, pas rejoigne les Gilets jaunes, mais le mouvement se développe. Et donc, il faut mettre en avant tous les mensonges et tout ce qui est... Par exemple, moi je suis retraité, comme il y en a pas mal ici, sur les ronds-points, les Gilets jaunes, ils ont tous souligné, Macron aussi, il a dit « Ah, on avait fait payer trop les retraités ». Ils payent autant qu'avant, sinon plus, mais ils préparent une loi pour supprimer les retraites qui ont été construites quand même par nos parents, nos grands-parents. Tout ce qui a été construit par nos parents, nos grands-parents, ils essayent de le détruire. C'est ça le mandat qu'il a Macron de l'Union européenne. C'est ça le mandat qu'avait déjà essayé de faire Sarkozy, Hollande et tous les autres aussi. Donc, bon, ils veulent faire en sorte. Le projet sur les retraites qu'ils sont en train de faire, continuer à faire, tout le monde est d'accord pour dire que c'est 20% de moins sur les retraites. C'est ça que ça veut dire, la retraite par points. Et moi, je reproche aux responsables syndicaux, pas aux militants syndicalistes, parce que j'ai été militant syndicaliste aussi, et à la base, les syndicalistes qui sont d'accord avec le mouvement Gilets jaunes. Mais les responsables syndicaux, ils vont négocier. Ça ne sert à rien d'aller négocier. C'est décidé au-dessus maintenant, depuis longtemps. Dans tous les pays, c'est décidé pareil. La réforme des retraites, la réforme du code du travail, la suppression des sécurités sociales, des hôpitaux, partout ils font ça. Donc effectivement, il faut mettre en avant ces choses-là. Je trouve que les Gilets jaunes devraient par exemple se scandaliser du fait qu'on a dit à un moment on va augmenter le pouvoir d'achat parce qu'on va supprimer nos cotisations sociales. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Quelle honte! Personne n'a rien dit. Quelle honte! Moi, je veux payer les cotisations à la sécurité sociale. C'est à moi la sécurité sociale. C'est une caisse de solidarité ouvrière, populaire. On paye une cotisation, on a des droits. Quand on ne paiera plus de cotisation, on n'aura pas de droits. Le gouvernement dira, ah ben, vous, c'est pas à vous, il dit déjà d'ailleurs. Donc il faut faire attention à toutes ces choses-là, il faut mettre ça en avant. Il faut mettre ça en avant pour regrouper largement. Parce que c'est pas par des idées qu'on fait une révolution, c'est par des choses concrètes, à mon avis. Et les choses concrètes, c'est les salaires que les Gilets jaunes ont mis en avant, effectivement, le pouvoir d'achat, l'augmentation des salaires de tout le monde, et la fonction publique aussi, évidemment, dont les retraites, etc. Et sur cette question qu'il devrait y avoir obligation d'avoir un bureau de poste par commune, comme il y en avait un il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, presque. Et des choses, c'est ça qu'il faut rétablir. Et là, je pense qu'on peut associer beaucoup plus de gens que le mouvement actuel. Mais en tout cas, bon, personne ne peut prévoir comment ça va se passer, mais je pense que c'est ce qui a mis en branle les Gilets jaunes, c'est pas prêt de s'arrêter, et c'est déjà commencé à s'étendre dans d'autres pays, enfin ça avait pris d'autres formes aussi avant, mais effectivement, comme ça a été dit, le système est complètement bloqué, et si on n'arrive pas à faire quelque chose par la base, on va à la barbarie complète. Parce qu'ils savent faire pour nous opposer les uns aux autres, ça c'est sûr. Ils font que ça. Vous savez, dans toutes les violences policières, il y a aussi beaucoup de provocateurs. Je voudrais dire deux choses. La première, en bémol, très rapide, mais brève, sur l'idée de la révolution, c'est fait par le plus grand nombre. Jusqu'à présent, toutes les révolutions sont faites par les minorités, soutenues par la majorité. C'est pas tout à fait pareil. Donc peut-être qu'avec les Gilets jaunes, on va arriver à une révolution majoritaire, mais ça ne s'est pas produit jusqu'à présent. Et même les révolutions que nous aimons,
parce que nous avons vécu mieux dans le système bourgeois que dans le système féodal. Mais ce n'est pas la majorité qui a fait la révolution. D'ailleurs, si on voit le mouvement des Gilets jaunes, je fais une parenthèse dans mon premier thème, c'est le fait que vous remarquerez que dans la presse, on met en avant le fait que la majorité des Français, aujourd'hui, serait pour que le mouvement des Gilets jaunes s'arrête. Mais en même temps, une majorité de gens dans la population soutiennent les Gilets jaunes. Comment comprendre ça? En sachant que les médias parlent que d'une minorité, d'un effritement de gens qui soutiennent les Gilets jaunes. Comment comprendre à la fois qu'il y a un effritement du nombre de gens qui souhaitent l'arrêt des mouvements des Gilets jaunes et que la plupart, un plus grand nombre, souhaitent soutenir ce mouvement? C'est parce que la population souhaiterait que les revendications des Gilets jaunes soient satisfaites. C'est pour ça. Ils souhaiteraient que ça s'arrête. Ça s'arrête non pas avec la défaite des Gilets jaunes, mais avec leur victoire. Mais ça, vous ne le voyez jamais dans la presse. Donc c'est quand même important. C'est important parce que ça signifie que le mouvement des Gilets jaunes est soutenu. Soutenu, mais la population souhaite qu'on en finisse et que les revendications soient satisfaites. Je voudrais venir sur le second thème, sur les revendications. Aujourd'hui, les Gilets jaunes ont des revendications. Ils ont des revendications, ils demandent au pouvoir politique ce que le pouvoir politique ne peut pas leur accorder. Par exemple, l'ICF. C'est pas le gouvernement qui décide ça, c'est pas l'Axe qui le décide. Donc, le problème, c'est que faire des revendications, c'est faire des demandes, et aujourd'hui, les demandes qui sont faites sont insatisfaites, ne peuvent pas être satisfaites par le gouvernement. Alors, peut-être qu'il faut encore attendre 2, 3, 4 mois, 5 mois, 10 mois, 1 an, pour que vous en aperceviez. Mais moi, je fais l'hypothèse que ce que vous demandez, vous ne l'aurez pas. Vous ne l'aurez pas en termes de revendication parce que ceux à qui vous le demandez, ils ne veulent pas vous le donner et ils sont protégés par les politiques. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est sur un autre volet. C'est ce qu'on ne peut pas obtenir en le demandant, il faut le prendre. Il faut le prendre. Ah bien sûr, c'est un peu plus compliqué. Mais il faudrait être assez rapide dans la lucidité de la nécessité de le prendre. Bien sûr qu'aujourd'hui on n'est pas capable. On n'est pas capable de le prendre. Mais c'est bien ça qu'il s'agit de faire. Il s'agit de faire ça. Et donc il faut s'y préparer. Alors on peut continuer à faire des revendications, etc. C'est très bien. On n'est pas content, on revendique, on veut, mais vous n'aurez rien. Vous aurez que des impasses. Les élections sont une impasse. Pardon. Le grand débat, c'est une impasse. On fait discuter devant des députés. Alors que ces députés n'ont aucune légitimité. Ils ne représentent pas, ça a été dit ce soir. Bon. Donc, on n'a pas à discuter avec eux. On n'a rien à leur dire. On a à dire entre nous. Vous voyez, il y a des positions, et moi je remercie les organisateurs de ce débat parce qu'on a des positions différentes. Il faut qu'on se parle, qu'on se dise les choses et qu'on essaye de faire évoluer notre façon de penser. Donc, le problème, c'est pas revendiquer, demander à des gens qui ne veulent pas nous le donner et qui ne peuvent pas nous le donner. Ce qu'il faut, c'est le prendre. Prendre quoi? Ça veut dire prendre le gouvernement, prendre le pouvoir. Ça veut dire ça. Bon, c'est énorme, c'est énorme. Il y a eu d'autres entreprises dans l'histoire. Donc ça ne s'est pas toujours bien passé, bien tourné. Donc il faut comprendre qu'est-ce qui a fait mal tourné dans les prises du pouvoir par le peuple ou par des ouvriers dans d'autres pays. Ou en France, pour la Commune de Paris, qu'est-ce qui a mal tourné pour éviter que ça tourne mal? Mais c'est bien de ça qu'il s'agit. Il s'agit en fait de prendre le pouvoir. Voilà, prendre le pouvoir à ceux qui l'ont, c'est-à-dire les actionnaires, les capitalistes, donc on les appellera comme on veut. Mais c'est ça qu'il faut penser. Alors le problème, c'est qu'on préfère ne pas y penser parce que c'est trop compliqué, trop difficile. C'est difficile, c'est compliqué. Mais il faut quand même arrêter d'avoir des illusions. Arrêtons de demander, ne revendiquons plus, prenons. Bon. Et quand on doit prendre les choses, on ne va pas décider, on va décider comment on les prend. Après, il faut penser à comment on va gouverner ensemble. C'est pas simple non plus, gouverner ensemble. Bon. Et donc, et c'est en gouvernant, je m'arrêterai là, c'est en gouvernant qu'on verra quelles sont les règles du gouvernement qui sera les nôtres. Et qu'est-ce que c'est que les règles du gouvernement? C'est un nom aujourd'hui dans notre pays, ça s'appelle Constitution. Donc moi je propose qu'effectivement on établisse une constitution, une Xème constitution, mais une fois où on aura déjà une expérience de ce que c'est de gouverner. Et avant de gouverner, il faut prendre le gouvernement. Pas avec Macron comme Premier ministre. C'est ce qu'on est en train d'essayer de faire, monsieur. Non, mais je le sais bien. Mais le problème, c'est que souvent, on parle de revendication. Parfois, on parle
pouvoir, qui possède le pouvoir? Ça veut dire, une fois qu'on sait qui l'a pris, est-ce que c'est d'autres qui veulent le prendre? C'est ça le problème. Hein? C'est qui va dominer? Qui va dominer? Est-ce que c'est les actionnaires ou c'est les producteurs de richesse qui vont dominer? C'est la seule question. Voilà. Et je pense que cette question, il ne faut pas l'enterrer. Même si elle est très difficile, même si on tremble, moi aussi je tremble d'en parler. Parce que je vois bien les expériences passées qui n'ont pas toujours été merveilleuses. Voilà, voilà. Donc, vous voyez, ça veut dire qu'il faut penser que le projet Gilets jaunes, me semble-t-il, porte au-delà des revendications. Merci. Alors, avant de clôturer, parce que bon, on ne va pas tarder à clôturer, juste une précision avant que tu partes dans ce que tu disais, puisque bon, juste pour répondre un petit peu, la question de la cotisation sociale au travers du salaire, au démarrage, dans le mouvement Gilets jaunes, elle n'était pas prépondérante, elle était plus sur la question du pouvoir d'achat, et au fur et à mesure, cette question-là est revenue différemment. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, on l'a dit ce soir, ce mouvement il est vraiment évolutif, et que les individus qui sont sortis spontanément de chez eux, qui ont levé la tête pour dire maintenant il y a un ras-le-bol, on va se battre, ils y sont allés avec le cœur, et au contact des uns et des autres, on a tous appris, on s'est enrichis les uns les autres pour avancer et faire avancer le mouvement. La question des... Et on est toujours là. Et on est toujours là. La question des revendications n'a pas été posée au début, parce qu'au début, le péage, on l'a pris, il était à nous. Oh, le péage, il était à nous. On était là-bas chez nous. Tous les jours, on arrivait, on disait, oh, qu'est-ce qu'on fait là? On est chez nous. Le soir, le 24 décembre, le 31 décembre, on a des copains qui nous ont dit, j'ai jamais passé un réveillon aussi beau. Et c'est vrai. Jamais, 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 jamais. Donc la nationalisation, on l'a pris, on l'a fait pendant 2 mois. 2 mois, il y a des copains qui ont dormi sur place. Des jours et des jours, des nuits et des nuits, pardon. Ils ont dormi sur place. Avec le froid. Donc cette question-là, on l'a tous, même ceux qui n'avaient pas compris, ils l'ont comprise. Sauf que la police est arrivée. Et on trouve. Et voilà. Donc, la question de prendre, on sait, et d'entrée de jeu, on a pris. Allez, il y a une semaine, le PRG était à nous. On sait. Sauf que ce qui a manqué, c'est quoi? Des hommes et des femmes. Ce qui a manqué, c'est, et ce qui manque aujourd'hui, c'est la mobilisation de tous et toutes. C'est d'arrêter de dire, il y en a ras-le-bol, c'est pas normal, c'est pas juste, c'est pas bien, il faudrait ceci, il faudrait cela. Et je ne dis pas H24, qu'il y a des copains qui viennent 1 heure par jour au péage, qui venaient 1 heure, une demi-heure. On avait des copains, des parkers qui nous amenaient des huîtres, on mangeait des huîtres tous les jours. Ils arrivaient pas à poser. Les boulangers. Les boulangers, tout. On a besoin que les gens, maintenant, arrêtent avec la délégation de pouvoir au travers des organisations syndicales, au travers des élections. C'est de la délégation de pouvoir. Bon, la première, j'en ai eu fait, hein. C'est pas un souci, hein. Délégation de pouvoir, stop. Où est ma responsabilité individuelle dans cette société que je critique? Eh bien, ma responsabilité individuelle, elle est qu'à un moment donné, même si je ne partage pas tout avec les Gilets jaunes, je vais peut-être y aller aux assemblées générales le dimanche à 10h30, et je vais peut-être débattre, je vais peut-être enrichir le mouvement, je vais peut-être essayer de faire avancer les choses, pour qu'en fait, on puisse peut-être faire changer les choses. Et c'est sûr que ce ne sera pas la totalité de la société qui viendra, mais on a besoin de monde, et c'est même pas qu'on a besoin de monde, c'est que les gens qui subissent la précarité, moi j'ai envie de vous dire, j'ai envie qu'ils lèvent la tête et qu'ils redeviennent fiers d'être citoyens et citoyennes, j'ai envie qu'ils se disent, je peux me battre, même pas gagner, c'est pas grave si on ne gagne pas, on a déjà gagné. On a déjà gagné d'avoir fait ce qu'on a fait, d'avoir résisté pendant 3 mois. Ça s'était jamais vu, 3 mois de résistance. Il n'y a pas de victoire, mais c'est 3 mois de résistance. C'est du jamais vu.
3 mois. Et je vous dis, samedi dernier, quand on était arrivé à Frontignan, on avait l'impression que ça faisait une semaine qu'on y était. Ils avaient tous le sourire, la banane, ils installaient, et les tables et les chaises. J'ai dit, mais c'est pas croyable, ils sont infatigables. Les fourmis, il y en avait partout. 3 mois. 3 mois à être fatigué, mais 3 mois à tenir. Et les mois qui arrivent, ça va être pareil. Alors après, on n'a pas la solution, les solutions, les bonnes ou les mauvaises, mais il n'y a que l'engagement des uns et des autres qui fera que le mouvement il avancera et qu'on pourra peut-être obtenir satisfaction. Et les choses, elles avancent. Aujourd'hui, on est sur revendication. Demain, on sera sur autre chose. Et voilà. Merci. J'ai demandé qui veut encore la parole. Moi, je suis contente d'être venue parce que je suis chez les jaunes. Hein, j'ai fait beaucoup de... Dans le micro. Devant. Le micro, collez-le. Ah, comme ça. Ouais. Oui. Voilà, moi aujourd'hui je suis venue, c'est que j'ai été contactée par une journaliste indépendante qui veut trouver des gilets jaunes pour donner leur avis, leurs revendications et surtout leur morale. Voilà. Donc, je peux vous donner mon numéro de téléphone si vous voulez me contacter. Et moi, je suis en lien avec cette journaliste. Et elle sera là parce qu'elle vient de Paris, mais très indépendante. Hein. C'est une jeune femme, mais très correcte et très... on peut la croire. Hein. Donc, elle va venir le 24, le 25, le 26 et le 28. Donc, à Agde, chez un ami qui l'héberge, et le 3 et le 5 mars. Voilà. Donc, avec les Gilets jaunes, si vous pouvez me contacter, je voudrais savoir, enfin, je me donne au moins un jour qu'elle puisse nous recevoir. Et on ira chez André. Mais donc là, ça va passer que sur les réseaux sociaux, c'est ça? Oui, voilà, sur son blog. Voilà, sur son blog. Ouais. On n'a rien entendu, désolé. Alors, attendez, je vais faire la synthèse. Je vais faire la synthèse avec la grosse voix. Voilà, donc cette dame propose de laisser son numéro de téléphone parce qu'elle est en contact avec une journaliste indépendante, totalement indépendante, qui vient de Paris et qui sera sur la région fin février et tout début mars. Donc elle souhaiterait rencontrer un ou des gilets jaunes pour parler du mouvement, pour parler des revendications, pour parler de la moralité des gilets jaunes. Voilà. Alors, oui, je vais vous répondre si elle veut. Le mieux, puisqu'il n'y a pas de porte-parole chez les gilets jaunes, ça peut être soit un nom individuel, ce qui nous paraît un peu gênant, mais l'autre solution, c'est qu'elle participe directement à l'Assemblée générale. Voilà. Donc, en l'occurrence, à l'Assemblée générale, tout le monde peut venir. Est-ce qu'il y a d'autres sujets avant qu'on fasse une petite conclusion? Bon, moi je suis gilet jaune. Oui, avec une veste rouge, bien sûr que je le cache. Donc, je vous ai tous écoutés, moi ça me paraît vachement intéressant. Il y a plusieurs pistes. Donc, il y a eu la piste d'attaquer carrément le système. Je pense que quand même être sur des bases locales, qu'est-ce qui se passe dans nos communes, comment on gère une commune. J'aimerais voir un petit peu, quand je vois le nombre de rues, j'ai fait un tour il y a quelques jours, je ne sais pas comment on veut dire ça, sur le Google Maps. Il y a 10 ans, j'avais fait un comptage du nombre de piscines sur Metz. Il y avait 300 piscines. Actuellement, j'ai pas réussi à les compter. Il y a 600, 700 piscines. On est dans une commune qui est riveraine, qui est très attractive, mais il se croit bien, comme disent certaines personnes, que normalement, ça soit beaucoup moins attractif. Parce qu'en fait, on est sur des perturbations. Je ne vais pas dire un réchauffement, moi j'ai des perturbations, c'est pas trop ça va.
ça va avoir des impacts sur l'agriculture, sur l'habitat, sur... donc, le mouvement des Gilets jaunes, c'est un prémisse, je dirais pour moi. Il se passe quelque chose, et elle doit se traduire sur un aspect local, d'organisation locale aussi. Parce que les victoires, elles sont là aussi. Quand je vois il y a quelques années, les jardins partagés qui ont été mis en place, il y a eu plusieurs essais, je vois, et Michel Maigret était déjà dans ces actions, mais elles ont échoué. Par exemple, une monnaie locale, ça a échoué. Il y a eu plein de tentatives. Et peut-être que là, maintenant, peut-être que ces tentatives, elles étaient... Enfin, c'est pas qu'elles ont échoué, mais je vois la monnaie locale, elle a échoué. Non, mais bon. Les jardins partagés, il y a eu 2 jardins partagés de fait. Il y a d'autres... J'étais dans une séance de cinéma il n'y a pas très longtemps, et sur le nombre de personnes qui étaient dans la salle, j'ai posé simplement la question, qui est-ce qui a un jardin et qui est-ce qui va en faire un? La moitié des gens voulaient faire un jardin partagé. C'est le fait d'être ensemble et le fait d'être en auto-alimentation. C'est-à-dire que là, on règle beaucoup de problèmes. Et ça, c'est peut-être intéressant à étudier. Et je pense que cette solution locale qui était proposée tout à l'heure, elle est très importante. Et elle va déboucher dessus. Voilà. Monsieur Delpicot, vous voulez répondre? Non. Alors, je vous invite tout simplement à aller sur un site qui s'appelle ANI. C'est une association messoise. Voilà. Je vous invite. C'est bon, on peut conclure? Alors, moi, je vais conclure d'abord en vous remerciant tous et toutes. Pardon, toutes. J'aurais aimé qu'il y ait un peu plus d'anti-gilets jaunes pour pouvoir franchement débattre et les convaincre. Alors moi, je suis pro-gilets jaunes, mais pro-CGT aussi. Ah mais ça n'a rien à voir. Stop. Je vous arrête tout de suite. Je me permets de vous arrêter. Alors voilà, mais ça c'est le... Non, je me permets de vous arrêter tout de suite, parce que vous n'étiez pas là à l'introduction. Alors je l'ai bien précisé. Non, mais les cheminots qui se sont donnés tant de mal pendant 6 mois, on a dit les cheminots, si ça passe pas, enfin si tout passe, Macron va pas tout passer en France. On y est. Qui était dans les manifs pour les cheminots? Mais attendez, il y a un problème qui est purement français, à mon sens. Je vais quand même conclure en vous disant qu'il y a un problème qui est purement français, qui est l'individualisme français. Si, ne dites pas le contraire. Chacun se bat pour sa paroisse. C'est humain. Bah non, je suis pas cheminot. Je ne vais pas prêcher pour ma paroisse. Fini. Bon, donc je vais conclure et je vais vous laisser débattre éventuellement ensemble. Je précise qu'à l'entrée là-bas, vous avez un cahier pour ceux qui souhaitent simplement laisser leur numéro de téléphone de façon à avoir des SMS lorsqu'il y a des actions qui sont prévues. Et si vous voulez être au courant, vous n'êtes pas obligé, sous prétexte que vous recevez des SMS, de participer à l'action. On est bien d'accord. Mais ça vous permet de savoir que demain soir, il y a une assemblée générale, qu'elle se trouve à tel endroit. Dimanche matin, il y a l'assemblée générale qui se trouve à tel endroit, à telle heure. Que samedi, il y a manifestation à tel endroit, à telle heure. Voilà, etc., etc. Si vous laissez votre numéro de téléphone, on se débrouillera, nous, pour vous envoyer un SMS. Ensuite, je vais vous préciser quand même quelques endroits, je vais vous donner votre lunettes. Donc, vous avez un site qui s'appelle, enfin un groupe qui s'appelle les Gilets jaunes du bassin de Thau, les Gilets jaunes 34 du bassin de Thau. Ici sur Metz, j'ai créé un groupe qui n'est pas un groupe qui est un groupe qui dépend des Gilets jaunes du bassin de Thau. C'est juste pour avoir une information locale, pour pas que vous ayez à parcourir toutes les pages du bassin de Thau. C'est tout. Ça s'appelle les Gilets jaunes de Metz et ses environs.
Donc les gilets jaunes du bassin de Thau sont organisés de la façon suivante. Vous avez le rond-point, qu'on appelle la cible. Est-ce que je précise où se trouve la cible ou bien tout le monde connaît? Lequel? Pardon? C'est quel rond-point? Alors la cible, c'est au rond-point de Frontignan-la-Pétrade, là où il y a le motocross. Où il y a les croix jaunes. D'ailleurs, vous verrez les 10 croix jaunes en plein milieu du rond-point. Donc c'est un point de repli en retrait du péage qui a été négocié fin décembre avec la mairie de Frontignan. Donc officiellement, la police ne devrait pas pouvoir le mettre dehors. C'est un lieu de sociabilité après 17h et un point de covoiturage. Comme on s'en va quelque part, on peut se retrouver là. Vous avez l'Assemblée Générale. L'Assemblée Générale se fait le plus souvent au cinéma Le Palace à 7, de façon quasi certaine de dimanche à 10h30, et de temps en temps le jeudi à partir de 18h. Le jeudi, c'est l'organisation pour le samedi. Ouais. Alors le jeudi, c'est l'organisation pour le samedi, le souffleton. Ensuite, vous avez des commissions. Je vous invite, je ne vais pas recréer sur Metz, enfin du moins moi je ne vais pas recréer sur Metz, ce qui existe déjà sur Place d'Alto. Donc vous avez des commissions. Vous avez l'atelier Constitution, qui se réunit en général le lundi. Alors l'adresse a changé parce que la salle Caramus à Frontignan, elle n'a plus d'électricité. Donc je ne sais plus où elle est. Je vous dirai. On mettra un panneau aussi. Voilà. Vous avez la commission communication qui se passe le mercredi à 15h30. Elle permet de concevoir des affiches et des tracts d'information et de désintox. Vous avez la commission doléances qui se réunit le mercredi à 18h. Sert bien évidemment à traiter les doléances exprimées et organiser un vrai débat débouchant sur des revendications collectives. Vous avez la réunion action, comme son nom l'indique, c'est pour les actions. En général, donc, le jeudi à 18h au Palace, pour concevoir et voter les actions en coordination avec les administrations des groupes nationaux. Vous avez, pour ceux qui sont dans le médical, les stricts médics, ce sont les médecins de rue. Et vous avez une commission qui souhaiterait se créer, donc là je fais appel aux juristes, aux juridiques, c'est la commission juridique, pour œuvrer à la défense des manifestants occupés et à l'activation des contre-pouvoirs, avec la Ligue des droits de l'homme et le Ligue Team de Montpellier. Est-ce que j'ai tout dit? Mais elle existe, la commission juridique. Oui, elle existe, mais j'ai eu l'information dimanche qu'elle était quasiment au strict minimum. Bon, enfin, vous êtes bien. Voilà. Je pense avoir tout dit. Maintenant, si vous voulez bien nous aider quand on va partir, à prendre une chaise. Je récupère un chèque parce que la salle, ça coûte 500 €. Et puis j'invite tous ceux qui voudront organiser une réunion à le faire, que ce soit sur Metz ou autre part. Merci.